Voilà, super. Alors, je vois des participants qui sont en train d'arriver. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendez bien? Si quelqu'un peut mettre un petit message dans le chat, ce serait super. Super. Merci beaucoup. Parfait. Je vais attendre un tout petit peu qu'il y ait, voilà, peut-être 2 petites minutes que les gens se connectent et puis on va pouvoir commencer. Allez, alors, on va pouvoir y aller. Je vais partager mon écran. Hop. Et c'est parti. Alors, merci à tous et à toutes d'être là avec nous pour cette table ronde sur l'inclusion de la communauté LGBTIQ+ dans le monde du travail. C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. On en parle de plus en plus et c'est un sujet qui représente une certaine importance stratégique pour les entreprises. Donc, on s'est dit avec le BDE de l'IAE que c'était important d'en parler et voilà, de faire partager des personnes sur le sujet. Donc, dans un premier temps, avant de lancer la conférence, je voudrais simplement remercier l'IAE et AMU pour leur soutien en fait, tout au long du projet. Il faut savoir que AMU et enfin, l'Université Aix-Marseille met en place beaucoup de mesures en faveur de l'inclusion LGBT et organise beaucoup d'événements là-dessus et ils nous ont soutenus pour ce projet, donc on tient à les remercier. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jonas Chéreau. Je suis en 2e année de master management stratégique des ressources humaines à l'IAE Aix-Marseille. Et quelques petits détails techniques avant qu'on commence. Vous avez un chat juste en bas là, de l'écran, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long de la conférence. On veut vraiment que ce soit un événement qui soit interactif et on a des personnes avec une certaine expertise qui sont là pour en parler. Donc voilà, on pense que c'est une bonne opportunité, donc on vous remercie d'avance pour votre participation. Et je suis en train d'enregistrer la conférence là en ce moment. Donc, le replay de la table ronde sera disponible très prochainement sur les réseaux. Et voilà, on le mettra public dans les prochains jours. Très rapidement, avant de vous présenter les intervenants et intervenantes qu'on a pour aujourd'hui, le déroulement de l'événement. Donc, on va commencer par une première partie où on va parler de la communauté LGBTIQ+, de la définition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire LGBTIQ+, et quels sont les grands enjeux en entreprise. Ensuite, on va parler des bonnes pratiques qu'on peut mettre en entreprise, et notamment les réseaux LGBT qui se mettent en place au sein des entreprises, et quels sont leurs modes de fonctionnement et quels sont leurs grands enjeux. Ensuite, on continuera avec l'inclusion LGBTIQ+ comme enjeu managériel et pourquoi c'est un enjeu sur lequel les entreprises investissent de plus en plus et et recherchent ça chez leurs managers. Et on terminera avec le cadre juridique qui englobe l'inclusion de la communauté LGBT. Et on aura une partie de restitution de vos questions à la fin de la conférence, où ce sera un petit peu plus interactif. Donc voilà notre panel d'intervenants et d'intervenantes pour aujourd'hui. Je vais passer rapidement parce que je vais présenter chacun et chacune avant leurs interventions. On a donc Pete Stone, Patrick Petit-Belleville, Valérie Allouin et Émilie Rousseau qui sont avec nous aujourd'hui. Et on les remercie grandement pour leur disponibilité et leur implication.
Et on va commencer sans tarder avec Pete Stone. Donc, Pete Stone, tu es consultant et formateur en diversité et inclusion et fondateur de Just Different. Tu as passé 15 ans dans la formation, notamment comme professeur associé à Neoma Business School. Et tu as continué ta carrière dans le conseil RH comme directeur marketing et opération de Hudson, avant de créer Just Different, donc qui est la boîte dans laquelle tu bosses aujourd'hui et qui est une société de conseil et de formation en diversité, inclusion et mixité. Et tu es également co-auteur de plusieurs ouvrages sur la diversité et l'inclusion et membre du CA de plusieurs associations. Et tu vas nous parler des enjeux, de la définition de LGBTIQ+, et des enjeux. Donc, je te laisse la parole maintenant. Super. Merci beaucoup, Jonas. Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'être très synthétique, très rapide. L'agenda, les trois sujets sur lesquels je voudrais vous parler, donc sur le prochain slide, s'il te plaît. Premièrement, c'est de quoi parle-t-on? Donc, essayer d'avoir quelques définitions de quoi vraiment on parle. Dire ou ne pas dire, c'est comprendre à quel point, malgré ce que pensent beaucoup de gens, l'orientation sexuelle a vraiment sa place dans les entreprises. Donc, j'aborderai ça dans la deuxième partie. Et à la fin, je parlerai de pourquoi c'est une opportunité pour les entreprises, pour que les entreprises doivent travailler sur ce sujet. Alors, sur la première partie, de quoi parle-t-on? Je ne sais pas si vous connaissez donc ce slide après, Jonas, s'il te plaît. Bon, et encore un. Je ne sais pas si vous connaissez la personne Gingembre qui va venir. Génial. Donc, le premier, donc encore un truc qui va nous parler de notion de sexe. Très bien. Alors, la personne Gingembre, c'est un petit personnage qui est intéressant, c'est parce qu'il permet de pouvoir distinguer 4 choses qui sont très différentes, que les gens ne comprennent pas toujours. Alors, les plus jeunes d'entre vous, sans doute, parce qu'à priori, beaucoup d'étudiants, donc a priori, vous connaissez ça beaucoup mieux que les vieux de ma génération à moi, mais pour que ce soit très clair de quoi on parle, la notion de sexe. Sexe, c'est le sexe biologique qu'on donne à l'enfant à sa naissance. Et on parle souvent de sexe assigné à la naissance. Donc, en France, aujourd'hui, il y a 2 sexes. Il y a masculin, féminin. Il y a des pays aujourd'hui qui acceptent ce que la France n'accepte pas. Je pense qu'en 2015, la Cour de cassation a refusé d'accepter qu'il y avait un troisième sexe que souvent on appelle intersexe, c'est le I de LGBTQI. Et donc en France, il y a officiellement 2 sexes, homme-femme, masculin, féminin. Okay? C'est le sexe biologique qu'on donne quand un enfant est né. L'identité de genre, pas tout à fait pareil. L'identité de genre, c'est l'identité selon laquelle les individus se perçoivent. Donc moi, personnellement, je suis né homme, garçon, et personnellement, je m'identifie comme un homme. Donc ça, c'est mon identité de genre. Mais on peut être né sexe biologique garçon et avoir une identité de genre femme et vice-versa. Et encore, on va voir, ça peut être encore plus compliqué que ça. L'expression de genre, c'est la manière dont on se présente aux autres. Donc, pareil, sexe, c'est ce qu'on assigne à la naissance. L'identité de genre, c'est comment on se perçoit. Et l'expression de genre, c'est comment on se présente aux autres. Genre, juste un exemple. Il y a une fille que je connais, c'est une jeune fille qui est ado. Je dis jeune fille parce que c'est quelqu'un qui a eu le sexe masculin assigné à la naissance, mais qui a une identité de genre fille. Donc, par respect pour elle, je parle d'elle parce qu'elle s'est dit je suis une fille. Donc, c'est une identité de genre et fille. Sexe garçon, mais son expression de genre est intéressante parce qu'elle est dans un environnement dans lequel une partie de son environnement accepte son genre fille et donc une expression de genre fille, et une autre partie de son environnement, notamment sa famille, qui n'accepte pas, et à ce moment-là, il y a une expression de genre qui est garçon. Donc, on voit bien qu'il y a 3 choses qui sont quand même très, très différentes et souvent les gens confondent. Et souvent, après, ils confondent avec la dernière notion qui est l'orientation sexuelle, qui est l'attirance émotionnelle, romantique ou sexuelle envers autrui. Donc, ça, c'est concrètement envers qui on va être attiré, avec qui on va avoir des relations. Alors que les 3 premiers, c'est biologique et identitaire. Les derniers, c'est par rapport à autrui. Donc, ça, c'est juste pour poser le débat sur les 4 notions vraiment de fond. Alors, après, quelques autres termes très rapidement, parce que c'est des termes que souvent les gens ne comprennent pas. Donc, queer, je pense que queer, c'est le mot le plus compliqué parce que et c'est un des problèmes qu'on a avec beaucoup de notions sur tout ce qui est LGBTQ+, c'est qu'il n'y a pas forcément toujours une définition sur laquelle tout le monde est d'accord. Queer, je pense que le meilleur exemple que j'ai de queer, c'était David Bowie, qui, aussi bien sur son identité de genre que son orientation sexuelle, était un peu un mélange de beaucoup de choses. Et donc, souvent, les gens qui s'identifient comme queer, c'est des gens qui ne veulent pas qu'on les mette dans certaines cases dans lesquelles la société a tendance à mettre les gens. Donc, ce n'est pas toujours le terme le plus évident parce que ça peut concerner l'identité,
mais ça peut aussi ça peut aussi concerner l'orientation sexuelle. Cisgenre, c'est tout bête. Cisgenre, c'est quelqu'un dont l'identité de genre est en phase avec son sexe assigné à la naissance. Donc, moi, je suis cis ou cisgenre. Je suis homme assigné à la naissance et je me vois homme. Non-binaire, c'est quelqu'un dont l'identité de genre se situe à l'extérieur des catégories homme-femme. Donc, c'est des gens qui ne sont pas dans cette binarité homme-femme. Qui peuvent être plutôt d'un côté, plutôt de l'autre, mélange, ça peut dépendre des gens, ça peut dépendre des moments de leur vie, mais c'est des gens qui ne sont pas dans cette binarité qu'on a tendance à mettre en avant souvent, qui est homme-femme. Et après, le dernier terme, LGBT+, ou LGBTQ+, ou LGBTIQ+, je pense que c'est le terme qu'utilise Jonas, ben, il y a plusieurs sigles qu'on peut utiliser. Que ce soit LGBT+, ou Q+, ou juste Q, ben c'est tout ça pour essayer d'éviter de dire le terme qui est a priori le plus long qui existe, qui est LGBTQIAP, qui sont sur lesbien, gay, bi, trans, questioning, c'est des gens qui se posent des questions, queer, qu'on a vu, intersexe, des gens qui ont réellement, qui sont mélange homme-femme ou qui sont ni l'un ni l'autre entièrement, asexuels, alliés et pansexuels. Donc, il y a quand même toute une série de termes qu'on peut englober et qu'on fait en général une raccourci avec LGBT+, ou LGBTQ+. Donc, ça, c'est juste pour donner quelques termes. Donc, encore une fois, je trouve qu'en général, les gens plus jeunes, les gens de l'âge de ma deuxième fille qui est ado, souvent connaissent ces termes très bien, plus ou moins bien en fonction de l'environnement dans lequel on est, mais plutôt bien. Les gens de ma génération, moi, tu commences à parler de ça, il y a des gens qui sont complètement largués, mais complètement largués. Donc, c'est une des choses qui est importante quand on travaille sur ce sujet dans les entreprises, c'est déjà faire comprendre aux gens de quoi on parle, parce que souvent les gens sont un peu largués là-dessus. Après, le deuxième sujet, dire ou ne pas dire, en dehors du fait que souvent les gens ne savent pas vraiment de quoi on parle dans la mesure où ils ne connaissent pas très bien les termes, je pense qu'il y a un frein majeur au sujet de l'inclusion des personnes LGBTQ+ dans l'entreprise, c'est bien l'idée que pour beaucoup de gens, et j'arrive pour beaucoup de gens, donc 99,9999% des gens qui sont hétérosexuels, ne comprennent pas que les gens parlent souvent de leur orientation sexuelle en entreprise et que la plupart des gens disent, de toute façon, c'est une affaire privée, il ne faut pas en parler. Donc, si on parlait sur le slide après, c'est un slide que j'utilise souvent dans les formations, quand ça va arriver. Donc, j'ai appelé ça quand je parle de ma femme. Donc, les personnes hétéros mentionnent souvent leur hétérosexualité sans même se rendre compte. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, j'avais une formation hier et je dis, est-ce qu'il y a des gens ici qui trouvent que on parle peu de son orientation sexuelle en entreprise? Et il y a plusieurs personnes qui ont dit oui. Je dis, mais en général, quand on dit oui, c'est des gens qui sont hétérosexuels qui ne se rendent pas compte qu'on en parle souvent. Et donc, les exemples qui sont là, c'est simplement des exemples quand moi je parle de ma femme, il se trouve que je suis hétéro, je suis marié avec une femme. Donc, avant, après le week-end ou les vacances, avant, après le mariage, pendant une réunion tardive, pendant le confinement, il y a plein de moments où on parle de la personne avec qui on partage sa vie sans que les gens se rendent compte qu'ils sont en train de parler de leur orientation sexuelle. Après, effectivement, on peut dire qu'on peut être un homme marié à une femme et être quand même bi ou homo, etc. Mais bon, en général, on est en train de mettre en avant au moins l'expression d'une orientation sexuelle, même si ce n'est pas forcément la réalité. Et il est clair, en fonction de l'environnement dans lequel on va se retrouver, ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Je donne un exemple bête. Le chantier de Flamanville, le chantier où on construit un centrale nucléaire depuis la fin du 19e siècle et qui est encore en cours. Quand j'étais sur le chantier, j'avais demandé aux gens sur place, d'après vous, il y a combien d'hommes gays sur le chantier? La réponse était, il n'y a pas de PD chez nous. Mais évidemment, comment voulez-vous qu'un mec parle de son mec dans un environnement dans lequel on utilise le mot PD à tout bout de champ? Donc pareil, il faut que les gens comprennent que les mots qu'on utilise créent un environnement dans lequel on est plus ou moins inclus. Alors le dernier slide, pourquoi ça concerne l'entreprise? Donc, une opportunité pour l'entreprise. Premièrement, c'est pour les individus concernés. C'est-à-dire que concrètement, quand on est LGBTQ+, donc c'est pareil, ça, anyway, le premier, quand on est LGBTQ+, le fait de pouvoir parler librement de son mari, de sa femme, sa copine, son copain, etc., en termes d'identitaire, c'est quelque chose qui est vachement important. Ça veut dire que je ne me sens pas obligé de me cacher, je me sens accepté pour qui je suis. Et en termes d'énergie, en termes de performance, de charge mentale, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est pour quelqu'un de passer sa vie à essayer de ne pas utiliser le pronom ou le prénom de la personne avec qui il partage sa vie. Et donc, ça, c'est pour les individus et donc qui contribuent à la performance de l'entreprise. Et la dernière chose, sur la notion d'attirer et retenir les talents, de plus en plus, les gens disent
quand ils sont LGBTQ+, je ne vais pas aller travailler dans une entreprise dans laquelle je suis obligé de me mettre dans un placard. Et c'est très clair pour les gens plus jeunes, des gens qui ont fait leur coming out avec eux-mêmes, avec leurs parents, et ils n'ont aucun problème avec qui ils sont, et juste à titre parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir un problème avec qui on est, et qui se disent, il est hors de question, j'entre dans une entreprise dans laquelle je ne pourrais pas parler de qui je suis. Et aujourd'hui, les entreprises commencent à comprendre que c'est un vrai sujet, que si, et moi je suis convaincu que c'est dans quelques années, une entreprise qui n'est pas capable d'être accueillante pour les personnes LGBTQ+, ils vont avoir du mal à recruter un certain nombre de personnes. Parce que déjà aujourd'hui, il y a des gens qui viennent pas. Donc, le dernier slide, c'est juste pour donner deux références si vous allez plus loin. Le premier, c'est le kit d'inclusion de personnes LGBT au travail. Donc, c'est un kit que vous trouvez en ligne sur la FMD, qui est vraiment très bien fait et qui balaye tous les sujets sur tout ce qui est LGBT au travail. Donc, vraiment très intéressant. Et pour ceux et celles d'entre vous qui lisent, c'est un bouquin remarquable sur l'ancien PDG de BP, British Petroleum, qui était outé par un torchon avec Daily Mail et qui parle du bien-être qu'il ressent depuis qu'il est out, même s'il fait de la c'est un truc assez scandaleux. Voilà. J'arrête là. Je pense que j'ai passé 10 minutes. Je vais demander désolé si vous avez des questions à la fin. Je suis ravi de répondre à ça. Merci beaucoup Pete, pour toutes ces informations. Alors, je ne sais pas si avec moi, mais on t'entendait pas très bien à la fin. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Mais voilà. Mais merci beaucoup pour. Désolé. Non, aucun problème. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je trouve que c'est super important ce que tu amènes, notamment sur l'idée que quand on n'est pas LGBT et quand on n'est pas concerné par la question, on ne se rend pas forcément compte que dire des choses de sa vie personnelle et parler de sa femme, parler de sa famille, c'est pas acquis pour tout le monde et ça a des enjeux différents pour chacun et chacune. Donc, merci beaucoup pour ça. Je rappelle que si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser le chat et puis on y répondra dans la seconde partie. On va passer à la deuxième partie de cette table ronde avec Patrick Petit-Belleville. Donc, Patrick, tu es diplômé de l'INSEC Bordeaux et tu as fait toute ta carrière dans des grands groupes dans le domaine des achats. Donc, tu as commencé pendant 23 ans chez IBM et tu as continué chez Thales pendant 5 ans. Et maintenant, ça fait 10 ans que tu es chez Engie en tant que directeur. Tu travailles aujourd'hui en tant que directeur achat catégorie groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que tout au long de ta carrière et depuis les années 80, tu as toujours été investi dans les réseaux LGBT, dans les différentes boîtes et en faveur de l'inclusion LGBT, que ce soit au niveau des associations nationales, chez IBM, chez Thales. Tu as toujours eu ça avec toi. Et tu es aujourd'hui membre du réseau Friends d'Engie, qui est donc un groupe employé ressources qui vise l'inclusion des personnes LGBTIQ+. Et tu vas maintenant nous présenter ce réseau. Donc, je te laisse la parole. Oui, bonsoir à toutes et à tous et désolé, ma caméra ne marche pas ce soir. Je crois qu'on va commencer peut-être par la petite vidéo. Donc, c'est une petite vidéo qui présente notre groupe chez Engie qui s'appelle Friends by Engie. Donc, Jonas, tu peux peut-être lancer la vidéo. Friends est le réseau LGBTQ+, du groupe Engie. Tout le monde peut le rejoindre. C'est ouvert à tous, vraiment à tous, que vous soyez LGBT+, ou des aliens. Avec Friends, on contribue à une meilleure prise en compte des enjeux LGBTQ+, dans la politique d'Engie. Somos una comunidad que trata de contribuir haciendo un cambio en Engie y en nuestra sociedad. To represent and support the community, as well as fight against misrepresentations, prejudices, and LGBTQ+ phobia. Pero antes, somos una red de colaboración, de apoyo y ayuda mutua con personas que comparten objetivos comunes. Je me posais pas mal de questions sur l'homoparentalité et l'organisation de ma vie pro. Je voulais être alliée pour m'engager à faveur d'une entreprise plus inclusive, convaincue que Friends peut profiter à tous. I've chosen to be an ally of Friends because I believe there's still much to do in improving the quality of life of LGBT+ people at work. I know that many of us do not dare to talk about their sexual orientation because they fear judgment
and will not be able to work in an open and trustful manner at work. This has to change. It is important for each of us to be able to be ourselves in order to thrive and to give our full potential everywhere we are. Visibilité. Community. Engagement. Pride. Diversidad. Inclusion. Send us an email to the address below. See you soon. Donc voilà pour cette petite vidéo courte. J'ai quelques charts pour vous expliquer un petit peu ce que l'on fait au sein de l'entreprise et avec la DRH. Donc peut-être, voilà Jonas. Donc c'est un réseau qui est un réseau mondial que l'on a créé en France. Et quand on l'a créé en France, on s'est aperçu qu'il existait déjà des réseaux en Angleterre, en Australie, aux États-Unis. Donc notre tâche, c'est vraiment de fédérer tout ça, puisqu'en étant au corps d'Engie, on a la responsabilité, je dirais, du monde entier. Et bien évidemment, ce qu'on veut, c'est faciliter un environnement de travail qui soit sûr, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'agression, et qui soit aussi inclusif. Sûr, c'est donc d'éviter que les gens soient discriminés ou se fassent insulter, et inclusif, c'est aller bien au-delà, c'est que les gens se soient inclus dans l'entreprise et qu'ils puissent apporter toutes leurs compétences et bien évidemment également les compétences qui sont liées à leur orientation sexuelle, parce qu'il y en a. Chart suivant. Voilà, donc ce qu'a dit Pete Stones est bien évidemment très important. Ce que je rajouterais, c'est que l'homophobie aujourd'hui en entreprise, il y a le fait sur les chantiers de pouvoir se faire, de dire il n'y a pas de PD ici, ce qui effectivement bloque complètement la parole, mais dans les bureaux et dans leurs ambiances plus feutrées, je dirais que l'homophobie, elle peut se caractériser par la non-promotion des gens, c'est-à-dire on ne va quand même pas nommer un PD comme manager de cette équipe, qui seront des choses qui se diront par derrière, et donc il est important de veiller à la progression de la carrière des gens LGBT au sein de l'entreprise et d'avoir aussi des rôles modèles. Donc les objectifs du groupe Friends, c'est de travailler sur notre communauté LGBT et nos alliés, c'est de porter à la connaissance de tous au travers de communication et également de formation ce que c'est que d'être LGBT en entreprise, et c'est également de travailler avec l'environnement étendu de l'entreprise, c'est-à-dire les autres réseaux LGBT des autres entreprises dans lesquels il y a nos clients et nos fournisseurs. Et certaines entreprises, ce n'est pas le cas aujourd'hui encore chez Engie, mais c'est le cas chez IBM, chez SAP, avoir des forces de vente LGBT qui vont cibler les décideurs LGBT des entreprises clients. Les valeurs qu'on a choisies, ce sont les valeurs en français RSE, c'est-à-dire le respect, la solidarité et l'engagement. Chart suivant. Ah, si vous prenez plus, voilà. Donc le réseau global, donc vous voyez la mission que l'on a nous en France, et encore une fois, on n'est pas professionnel, mais on fait ça en plus de notre travail, donc c'est en temps masqué, mais on se doit de fédérer l'ensemble des réseaux Engie sous le vocable Friends, en étant sûr que l'on avance et que l'on travaille ensemble avec des objectifs communs. Donc pour ça, on doit rythmer notre communication avec les différentes organisations LGBT des différentes filiales du groupe. Chart suivant. Ça prend beaucoup de temps pour changer. Donc ça, c'est un exemple des communications qui ont pu être faites au Brésil, donc pour justement les campagnes qui sont faites dans tous les pays, et c'est à nous de les relayer de façon à ce qu'on se rende bien compte. Et quelque chose qui est très important, c'est le petit ruban que vous voyez avant, c'est-à-dire que de plus en plus chez Engie, mais aussi dans d'autres entreprises, on distribue des rubans rainbow qui sont déjà beaucoup plus fun que les moches qu'on peut avoir, et qui permettent aux gens LGBT de se sentir accueillis quand ils rentrent dans un open space et qu'ils voient qu'il y a plusieurs personnes qui ont des tours de cou rainbow. C'est aussi un signe d'accueil. Chart suivant. Voilà. Donc, à titre d'exemple, voilà ce que nous, aujourd'hui, on a fait avec la DRH. Donc, on a le réseau qui est je dirais, une communauté de gens LGBT
et leurs alliés. Donc, ce que l'on a fait avec la RH, on a rédigé un guide sur les bonnes pratiques LGBT+, un guide qui était d'abord France et qu'ensuite on a internationalisé avec les autres réseaux. On a rédigé un cahier des charges pour choisir un partenaire pour former les CODIR RH et les CODIR groupes sur ce que ça voulait dire d'avoir des collaborateurs LGBT, comprendre la problématique telle que Pete Stone l'a expliqué tout à l'heure. Et c'est pas par hasard qu'on a aussi choisi Pete suite à cet appel d'offres pour faire cette formation chez Engie. Et on a travaillé à l'organisation du lancement officiel du réseau Friends qui a eu lieu il y a un mois en présence de la ministre Elisabeth Moreno et la PDG d'Engie. Donc, ça a été vraiment un grand moment pour nous. Ensuite, on travaille sur un plan de com en 2022 puisqu'il faut arriver à rythmer sur l'année de façon à avoir des événements, je dirais à peu près tous les trimestres. Il y a bien sûr la journée de lutte contre l'homophobie, le Coming Out Day en octobre, le mois de juin qui est le mois des Pride. Donc, il faut arriver, je dirais, à faire une communication un peu permanente de façon à ce que tout le monde sache que l'on existe au sein de l'entreprise, qu'on ne soit pas oublié et que notre diversité soit reconnue ainsi que nos compétences et faire en sorte que toutes les personnes LGBT+ aient le courage, quand elles le souhaitent, de pouvoir nous rejoindre. On a demandé à la RH de travailler en commun sur 3 sujets concrets. Un, l'homoparentalité et notamment les GPA, puisqu'aujourd'hui, la GPA n'est pas reconnue en France, mais de nombreux hommes y ont recours. Hommes homosexuels ou hétérosexuels, ce qui pose la problématique des congés parentaux, puisqu'aujourd'hui, les congés en France sont encore que des congés, non pas parentaux, mais maternité. Et donc, les hommes n'ont pas ces congés-là. Donc, certaines entreprises mettent en place des dispositifs très particuliers. Donc, on va travailler là-dessus. Le deuxième point, c'est avoir un guide pour les détachements internationaux. On ne peut pas envoyer qui que ce soit en Arabie Saoudite, à Singapour, en Iran, sans que les gens soient au courant de la législation LGBT. Donc, on va demander à ce que nos RH soient formés là-dessus, leur fournir un guide et qu'ils puissent prévenir tout employé d'Engie quand il va être en détachement des conditions liées au statut LGBT dans les différents pays où ils peuvent aller. Et ensuite, on va également développer un guide pour accompagner les transitions. Quand un collaborateur change de sexe, c'est compliqué pour le collaborateur, mais ça peut être très compliqué pour son manager, pour ses collègues. Donc, il est important d'accompagner tout l'entourage professionnel de cette personne dans cette transition. Chart suivant. C'est long, les charts. Hein. Voilà, ça c'est juste l'exemple de l'agenda que l'on a mis en place pour le lancement de Friends le mois dernier, avec la PDG, la RH, la ministre. Ça paraît très simple sur un chart comme ça. Je peux vous dire que pour organiser ça, ça a été des heures carrées de travail, de stress. C'était en Teams, mondial, en anglais, traduction simultanée en français. Voilà, un petit peu compliqué. Chart suivant. Et je crois que c'est le dernier, celui-là, si je ne m'abuse. Ah non, voilà. Le dernier chart, c'est les actions concrètes. L'autre chose qu'on essaye de faire, c'est d'avoir ce que j'appelle une Dream Team, c'est-à-dire des gens motivés pour travailler avec nous sur les différents chantiers, les actions qu'on va pousser. Donc, on a le développement et l'animation du réseau avec l'accueil des alliés, quel est le rôle de l'allié, faire les onboarding des gens, c'est-à-dire que toute personne qui rejoint Friends, eh bien, on l'accueille et on lui explique ce qu'on attend de elle. C'est organisé aussi pour les Parisiens de se rencontrer une fois tous les 2 mois pour que ça, hors Covid, ce qui a été, vous l'imaginez, compliqué ces dernières années, mais là, on essaye un peu de mettre les bouchées doubles de façon à développer de la convivialité. C'est la sensibilisation des collaborateurs. Et enfin, c'est toute la relation avec les autres réseaux d'entreprises, ce que j'appelle les relations externes, et avec T2 Connect, par exemple, et avec l'autre cercle, qui sont les 2 associations avec lesquelles nous travaillons. Et je crois que j'en ai terminé là et j'attends vos questions avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Patrick, pour tout ça. Désolé pour les slides. En effet, moi, dès que j'entends, je passe, mais il y a un petit décalage de quelques secondes. C'est les aléas du direct. Merci beaucoup pour tout ça. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir ce qui concrètement peut être mis en place dans les entreprises et puis les sujets qui sont les plus grands enjeux de la communauté. Peut-être qu'on pourra y revenir un petit peu dans la partie Q&A, mais merci beaucoup pour tout ça. Je vous propose maintenant qu'on passe à la 3e partie. Donc, on va avoir Valérie Alloin, qui est HR Programme Leader chez Renault Group
qui va nous parler un petit peu de l'inclusion LGBT comme enjeu managérial. Donc toi, Valérie, après un passage dans l'industrie de la défense, ça fait 20 ans que tu travailles dans l'industrie automobile chez Renault Group. Tu as un parcours très divers qui t'a fait explorer le cœur du développement automobile, la stratégie de l'Alliance Renault-Nissan, l'ingénierie après-vente, la communication et depuis 4 ans, tu es dans les ressources humaines. Donc, tu as fait un peu de management hiérarchique, beaucoup de management transversal et du pilotage de projet. Et en ce moment, tu travailles sur les nouvelles façons de travailler, l'évolution du management et la culture d'entreprise. Et à côté de ça, tu as une très grande appétence pour la diversité et l'inclusion, pour laquelle tu travailles au quotidien avec les équipes dédiées et en tant que leader du réseau employé LGBT+, et allié de l'entreprise chez Renault Group. Donc, je te laisse la parole. Merci Jonas. Bonsoir à toutes et à tous. Donc merci pour l'invitation et moi je vais avoir 15 slides, donc ça va être facile voilà, il va s'afficher une bonne fois pour toutes. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de l'inclusion LGBT+ comme enjeu managérial au sein des entreprises, je vais juste faire un bref rappel finalement de à quoi ça sert un manager. Alors la réponse, vous imaginez, il y en a des milliers et dans vos cours de management, vous avez celle qu'on vous donne. Moi, j'en ai une très simple que j'utilise le plus souvent possible. C'est qu'un manager, finalement, à quoi ça sert? Ça sert à ce qui permette à son équipe de délivrer au sens anglais du terme, donc d'exécuter et de grandir. Alors finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aider son équipe, pour être en support de son équipe, il faut bien la connaître. Donc, à la fois collectivement, mais aussi individuellement, c'est-à-dire chacun de ses membres. Et puis, donc, professionnellement, il faut la connaître pour pouvoir organiser le travail, donc de manière à pouvoir exécuter ou déployer la stratégie de l'entreprise où vous travaillez, ou du secteur, ou si vous êtes indépendant, parce que vous travaillez avec un écosystème, même si vous êtes indépendant. Et puis, personnellement, il faut aussi se connaître pour connaître les envies, les appétences, les compétences, afin de pouvoir faire grandir son équipe. Donc, finalement, et de plus en plus, alors ça, on est en France, mais on a peut-être un peu de retard des fois sur des entreprises plus anglo-saxonnes, mais c'est que quand on dit qu'il faut rendre capable son équipe de délivrer et de grandir, ça veut dire que le manager, il change de paradigme par rapport aux années précédentes, à savoir qu'au lieu d'être dans ce qu'on appelle le command and control, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu, finalement le chef il donne des ordres, voilà, et puis il contrôle le travail, je fais assez simple. Maintenant le manager il est au service de son équipe, donc c'est ce qu'on appelle le servant leadership. Alors ensuite, une fois qu'on, voilà, ça c'était pour rappeler quand même ce qu'on met derrière le mot management. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit, la première chose finalement qui est très importante quand on est manager, c'est finalement c'est de respecter tout le monde. C'est le respect for everyone. Parce que pourquoi? Le respect, c'est un vecteur de confiance. Et quand on a confiance les uns envers les autres, on va développer l'autonomie. Et si on développe l'autonomie, on peut aller justement, on peut donner plus de responsabilités à ses équipiers, on peut faire plus de délégations. Donc, vous verrez après là où je vais faire le lien avec l'inclusion. Et puis aussi, quand on développe de la confiance, on va être vers un cercle vertueux de ce que j'appelle l'ouverture. On va s'ouvrir aux autres et tout ça va aussi, on va contribuer à ce qu'on appelle un climat de bienveillance. Et là, je fais la liaison avec la petite image que vous avez sur le bien dans ses baskets. Qu'on soit manager, finalement, ou employé, il y a quelque chose qui est crucial, c'est finalement de se sentir bien au travail. Et là, je vais introduire une notion qui est ce qu'on appelle une notion de charge mentale. Et souvent, c'est ce que j'explique aux personnes on est dans une société hétéronormée, donc qui sans aucune malveillance, mais parfois par ignorance, n'imagine pas ce que c'est que dissimuler quelque chose qui ne se voit pas. Dans le cadre du travail. Vous ne le voyez peut-être pas parce que la caméra est un peu loin, mais j'ai des yeux bleus et je suis lesbienne et vous allez voir le rapport entre les deux. Quand je dis dissimuler ce qu'on est, c'est qu'imaginez que chaque fois que je franchis la porte de l'entreprise, on me demande de masquer mes yeux bleus. De mettre des lunettes noires parce que voilà, c'est une minorité de gens qui ont des yeux bleus, donc il faudrait que je masque mes yeux bleus. Et en réalité, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est un attribut, c'est sa personnalité, c'est ce qu'on est, on va pas imaginer masquer ses yeux parce qu'ils ne sont pas de la couleur de la majorité. Et être LGBT, c'est pareil, c'est pour certaines personnes. Alors,
je pense que, effectivement, encore une fois, il y a peut-être une question générationnelle, mais vous voyez, moi, sur mes 20 ans de Renault, pendant 14 ans, j'ai masqué, voilà, j'ai dissimulé. Ça ne m'a pas coûté, mais il y a des personnes chez qui ça coûte, c'est-à-dire que quand je franchissais la porte de l'entreprise, je dissimulais mon homosexualité. Et finalement, tout ça a généré chez moi, inconsciemment, ce qu'on appelle une charge mentale, c'est-à-dire je faisais sans arrêt attention à ne pas prononcer les pronoms féminins. Quand je parlais de mon week-end, des vacances, Pete l'a dit, on parle de sa vie privée tous les jours au bureau. Donc c'est ça qu'on appelle la charge mentale. Donc, quand on est un manager, il faut vraiment s'assurer que aucun de ses collaborateurs, finalement, dissimule quoi que ce soit de sa personnalité. Ou en tous les cas, qu'il ne souffre pas de dissimuler un élément de sa personnalité. Après, vous avez des gens, il faut le respecter aussi, qui ne veulent pas se révéler. Mais si ces gens sont bien dans leur basket, je vais leur dire, c'est OK, il n'y a pas de problème. Et par exemple, bon là on parle d'LGBT, mais tout ce que je vous dis sur l'inclusion des LGBT finalement, c'est valable pour toute inclusion, et je reviendrai un peu plus tard sur les minorités ou les différences invisibles. Nous, Renault, par exemple, on a notre grand centre d'ingénierie qui est à Guyancourt dans les Yvelines. Et puis, en région parisienne, vous avez deux villes avec des stéréotypes. Quand vous dites que vous venez de Versailles, bon, ben voilà, ça donne un cliché. Je ne sais pas si vous imaginez lequel. Puis, vous venez de Sarcelles, ça donne un autre cliché. Quand vous êtes dans une réunion de travail, tout le monde dit « Ah ben voilà, moi, Versailles, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Vous voyez, en plus, vous voyez comment j'ai un biais, j'ai un stéréotype, comment je me porte. Je fais « Oh là là, Versailles. » Et finalement, vous avez une personne dans votre équipe qui, elle, habite Sarcelles et qui a un peu honte, qui n'ose pas le dire parce que tous ses collègues habitent Versailles. Et bien, quand on est un manager inclusif, d'accord, on va faire en sorte que chacun puisse respecter où habite l'autre, puisque l'origine sociale, l'adresse, la domiciliation bancaire, en France, ce sont des critères de discrimination. Donc, être un manager inclusif, ça passe aussi, et c'est le lien avec ce que j'appelle le all inclusive, ça passe par donc connaître les personnes qui sont dans son équipe, les encourager à être qui elles sont, d'où elles viennent, il n'y a pas de problème, chacun est unique, et puis c'est donc faire aussi des réunions inclusives. Donc, ça veut dire, voilà, ne pas de faire attention aux stéréotypes, aux biais, mais parce que c'est dans la conversation. Et puis, c'est aussi, par exemple, faire une réunion inclusive. Parce que quand on parle d'inclusion et de management, ce n'est pas uniquement, on va dire, encourager chacun à être bien dans ses baskets et à qui elle est, c'est aussi des actes de management qui peuvent être inclusifs. Et donc, par exemple, une réunion inclusive quand on est manager, c'est s'assurer que chacun de ses team members, ses équipiers, va pouvoir prendre la parole. Donc, ça, c'est vraiment ce que, voilà, moi je mets derrière le petit mot all inclusive, parce que l'inclusion, ça passe par tout un tas de choses. Et pour terminer, avec les deux images que vous avez en bas sur l'innovation, la créativité et la performance, finalement, ça sert à quoi d'être inclusif ou de manager de manière inclusive? Finalement, il y a tout un tas d'études qui ont démontré, si vous voulez, que la diversité des personnes, voilà, vous avez une équipe de 15 personnes, vous avez forcément donc 15 profils différents. Et donc, vous allez avoir 15 façons de penser différentes, par exemple. Et finalement, tout ça, vous avez une richesse de réflexion, une richesse qui va favoriser la créativité. La créativité, ça peut être quoi? Évidemment, c'est une créativité d'idées, mais ça peut être aussi une créativité de trouver des solutions pour créer un process, pour tous les actes qu'on peut avoir, on va dire, au quotidien, au travail. Et donc, la créativité, ça va être une source d'innovation. Donc, vous voyez le lien, inclusion, inclure tout le monde, diversité, donc, créativité, source d'innovation. En conclusion, donc, une entreprise qui innove, il faut savoir que c'est une entreprise qui est vivante, qui vit, qui va se développer, qui va progresser. Un manager ou un collaborateur qui est bien dans ses baskets, il est plus motivé, plus engagé, plus responsabilisé et donc plus performant. Et enfin, donc, pour faire le lien avec l'inclusion des LGBT+, comme souvent la diversité LGBT+, c'est une minorité, c'est une différence. Enfin, minorité, c'est quantitatif, vous l'avez compris, c'est 7 à 10% de la population mondiale. Donc, quand vous avez une entreprise qui montre qu'elle s'engage en faveur de l'inclusion des LGBT+, ça veut dire qu'elle a pris conscience qu'il n'y a pas que des diversités visibles, mais qu'il y a beaucoup de diversités invisibles. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Valérie, pour tout ça. C'est hyper précieux et
j'aime beaucoup l'idée que tu amènes sur le fait que voilà, amener les collaborateurs, les collaboratrices à être eux-mêmes et elles-mêmes, c'est aussi un gage voilà, de productivité et d'intérêt vraiment, voilà, d'intérêt de productivité et d'intérêt stratégique pour l'entreprise, parce que c'est important, je pense, pour les personnes qui sont à la tête d'entreprise d'avoir conscience de ça aussi. Donc, merci beaucoup. Et pour passer à la dernière partie de cette table ronde, c'est Émilie Mignon-Rousseau qui va venir nous présenter sa partie. Donc, Émilie, tu es avocate en droit social chez Racine, qui est un cabinet d'avocats sur Marseille, mais tu es également membre de l'Autre Cercle. Donc, on l'a mentionné un petit peu plus tôt pendant la table ronde. L'Autre Cercle est une association LGBT voilà, à l'échelle nationale qui aide notamment les entreprises aussi à travailler sur cette question. Et toi, tu as un doctorat en droit privé et tu as été juriste au sein de 2 cabinets d'avocats parisiens et également au sein du syndicat patronal, le groupe des industries métallurgiques de la région parisienne. Toi, ce que tu fais, c'est que tu conseilles et tu accompagnes les entreprises sur l'ensemble des problématiques sociales qui se présentent à elles. Et tu as une forte expérience contentieuse et tu les assistes également en cas de litige devant les juridictions prud'homales et de sécurité sociale. Et ton activité se déploie aussi bien au bénéfice des TPE-PME régionales qu'auprès d'organisations professionnelles et de sociétés et groupes nationaux internationaux. Et je te laisse donc la parole. Merci Jonas. Oui, donc moi je vais vous apporter le cadre juridique parce qu'effectivement, comme l'ont très bien dit mes prédécesseurs, il y a un enjeu de bien-être et d'efficacité et d'efficience, mais il y a aussi un enjeu juridique, hein, clairement, puisque la loi s'est emparée de ces sujets et ce quand même depuis très longtemps. Donc on va y aller. Jonas, tu peux passer la slide d'après. Donc, on a d'abord le Code du travail, évidemment, qui régit cette situation. On a un texte dans le Code qui interdit les actes de discrimination, qui établit une liste en fait limitative de critères sur lesquels un manager n'a jamais le droit de faire reposer une décision. Et parmi cette liste, on a les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre qui a été récemment ajoutée, et l'apparence physique. Donc, quand je parle de mesures managériales interdites, je parle de toutes les mesures avant même la naissance du contrat de travail, c'est-à-dire que on ne peut pas faire de discrimination en phase d'embauche, hein. On ne peut même pas publier une offre d'embauche sur le sexisme, par exemple, d'une coiffeuse ou d'un garagiste, hein, en genrant les métiers. Ensuite, c'est toutes les mesures pendant l'exécution du contrat, donc évidemment l'octroi des augmentations, le niveau de rémunération, la promotion professionnelle, la qualité des tâches accordées aux uns et aux autres. Et puis, ça va jusqu'au licenciement, hein. On ne licencie pas quelqu'un parce qu'on vient d'apprendre son orientation sexuelle et que ça ne nous plaît pas. C'est strictement interdit. La sanction qui a été prévue pour ce texte est extrêmement forte. C'est la sanction la plus forte de l'ordre juridique puisque c'est la nullité. Habituellement, quand on licencie quelqu'un en invoquant un grief et que c'est complètement bidon, le salarié va percevoir des dommages et intérêts. Quand on se fonde sur un motif discriminatoire et que le licenciement est déclaré comme nul, le salarié va être réintégré physiquement dans ses fonctions, avec rappel de salaire, plus des indemnités importantes. Donc, il y a une vraie volonté d'empêcher matériellement, de manière effective, qu'un employeur tire un bénéfice concret d'une mesure discriminatoire. Jonas, tu peux y aller. Alors, ouais, il y a 2 notions de discrimination distinctes sur le plan juridique. La discrimination directe, hein, c'est la discrimination frontale. Je te paye moins parce que tu es homosexuel et ça ne me plaît pas, c'est direct. Et la discrimination indirecte, c'est une mesure la plupart du temps générale qui a priori ne défavorise personne, mais qui, quand on observe les effets concrets qu'elle produit, on se rend compte que ça défavorise bien une catégorie de la population. Avant la loi sur le mariage pour tous, autorisant le mariage aux personnes homosexuelles en 2013, la Cour de cassation s'était prononcée sur une convention collective qui réservait l'octroi
d'avantages particuliers comme des jours de congé aux salariés qui contractaient un mariage. Et la Cour de cassation a considéré que c'était discriminatoire vis-à-vis des couples de même sexe qui, à l'époque, n'avaient pas le droit de se marier. En plus de la nullité de la mesure discriminatoire, vous avez une sanction pénale. Le code pénal s'est aussi emparé de ce sujet-là. Toute discrimination est passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Et je vais plus loin. Là, c'est la personne morale, la société qui peut être condamnée, mais la personne physique également, et c'est fondamental, sur le plan pénal, qui peut faire l'objet de ces condamnations. Donc, le manager qui a des propos homophobes ou qui a des actes discriminants peut être condamné sur le plan pénal à titre personnel. Je vous ai mis une slide sur la question de l'homoparentalité en entreprise avec la question du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, notamment puisqu'avant 2013, on avait un congé paternité qui était réservé au père biologique de l'enfant et ça entraînait évidemment une discrimination pour les femmes homosexuelles qui souhaitaient obtenir un congé suite à la naissance de l'enfant biologique de leur partenaire. On a eu une loi qui est entrée en vigueur en 2013 et qui a élargi le champ des bénéficiaires de ce congé aux conjoints, concubins ou personnes liées à la mère par un PACS sans genrer le bénéficiaire. Donc ça aussi, c'était une avancée fondamentale pour améliorer les situations de discrimination. On a avec cette notion de discrimination le principe d'égalité de traitement qui, de manière résumée, indique que 2 salariés dans une situation identique doivent être traités de manière identique et on ne peut pas justifier une inégalité de traitement par le souhait des clients. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, je ne peux pas mettre quelqu'un, il y a eu une jurisprudence sur la question, je ne peux pas mettre un vendeur homosexuel efféminé parce que ça ne va pas plaire à ma clientèle. Ça ne va pas plaire à ma clientèle n'est pas une justification valable et recevable juridiquement de ce type de mesure. Tu peux passer, Jonas. Ouais, celle-là aussi, tu peux passer, sinon on va perdre beaucoup de temps. Mais c'est le droit au respect de sa vie privée qui est valorisé au niveau européen. Vous avez également les textes sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, puisque on a des phénomènes complexes, c'est-à-dire que le comportement de discrimination souvent s'associe à un harcèlement qu'on appelle souvent d'ailleurs harcèlement discriminatoire, où une personne est harcelée en raison de critères discriminatoires. Donc là aussi, on a des sanctions civiles, des dommages et intérêts et la nullité, et des sanctions pénales. Jonas, on peut passer à la suite. Oui, tu peux passer même à la suite encore. On va directement aller à quelques exemples jurisprudentiels intéressants en slide 10. Vous avez tout d'abord un arrêt de 91, donc assez ancien, hein, c'est quelque chose qui n'est pas récent en jurisprudence. L'affaire du sacristain homosexuel de Saint-Nicolas du Chardonnay. Saint-Nicolas du Chardonnay est une communauté catholique extrêmement conservatrice qui travaillait avec un sacristain. Et à la suite d'une indiscrétion, ils avaient appris qu'il était homosexuel et donc ils l'avaient immédiatement licencié sur ce motif-là. Hein. Ils assumaient le fait que l'Église catholique avait toujours condamné l'homosexualité et que donc pour eux, c'était une faute qui le leur est cachée et qu'ils l'aient vécue. Et la Cour de cassation a évidemment invalidé le licenciement en disant déjà en 91 de manière très ferme que ce type de licenciement, même quand on est l'Église catholique, n'est pas valable sur le plan juridique. Je vous ai mis un autre exemple de 2009 sur la transidentité, où là, on avait un salarié qui avait annoncé à son employeur qu'il
il ressentait une identité féminine et que désormais donc il souhaitait vivre en accord avec, cette identité. Et quelques jours après cette annonce, il avait été convoqué à un entretien préalable à licenciement, prenant motif évidemment de prétendue erreur. Hein. On n'a jamais un licenciement qui dit je refuse le changement de genre ou la transition. Il y a toujours des prétextes qui sont mis en avant. Et le licenciement encore a été invalidé du fait de cette chronologie. Hein. La Cour d'appel de Montpellier a retenu la chronologie qui pour elle était caractéristique, a considéré que dans ces circonstances, c'était bien cette annonce qui était la cause réelle du licenciement. Jonas, tu peux passer. Autre arrêt de 2013, on avait un salarié, alors ça c'était dans le milieu bancaire, un cadre qui avait 14 fois postulé à un poste de sous-directeur. Il était le seul de sa promotion à ne jamais parvenir à avoir ce poste, alors que par ailleurs, il avait d'excellents entretiens annuels d'évaluation, qu'il était le candidat le plus diplômé et sur le papier le plus adapté à ce type de poste. Il n'avait jamais pu l'obtenir. Son orientation sexuelle, son homosexualité avait été révélée dans l'entreprise et donc il faisait le lien entre l'absence de promotion et son homosexualité. Il avait plusieurs témoins qui faisaient état d'une ambiance homophobe un peu générale dans cette banque effectivement, l'absence de promotion a été reconnue comme discriminatoire. Donc dans ce cas-là, il y a une reconstitution de carrière totale hein, avec des rappels de salaire. Autre exemple, on avait un salarié qui avait annoncé son homosexualité. Tout de suite après l'annonce, son supérieur lui avait retiré un dossier contre la volonté du client. Et 2 semaines après, il l'avait convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Là encore, la chronologie caractérise la discrimination. Jonas, ça va vite, hein, c'est un peu TGV, mais... Il y avait beaucoup de choses à dire. Ceci dit, ça vous montre toutes ces jurisprudences hein, qu'on est loin d'avoir réglé le problème. Et celle-là, elle est fondamentale. Je voulais avoir le temps de vous en parler. On est dans le milieu de la coiffure, dans un salon de coiffure. Un employeur avait rompu la période d'essai de son salarié et son salarié lui faisait un prud'homme en démontrant qu'il l'avait qualifié à plusieurs reprises de PD. Ça apparaissait dans le jugement. Le conseil de prud'homme, vous savez que ce ne sont pas des magistrats professionnels, ont de manière absolument scandaleuse considéré que dans le milieu de la coiffure, PD, ce n'était pas une insulte homophobe parce que, je cite, il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles, notamment dans les salons de coiffure féminins, sans que cela ne pose de problème. Donc, c'est tout à fait normal qu'on emploie ce terme. Et ce jugement est très récent, hein, 2017 à peu près. Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel de Paris intervient après, et évidemment, heureusement, réforme le jugement en disant non, peu importe le milieu professionnel, PD, ça n'est pas possible ici, c'est discriminatoire. Elle souligne le caractère odieux et vexatoire du comportement de l'employeur et évidemment, elle a prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail. Donc ça, c'est très récent. Hein, et c'est le Conseil de prud'homme de Paris. Hein, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, un Conseil de prud'homme rural qui ne serait pas au fait de ce type de questions, quoi. De même, pour n'importe quel salarié, tenir des propos homophobes dans l'entreprise est une faute grave qui justifie le licenciement immédiat. Je vous ai mis un arrêt de la Cour d'appel de Rennes où on avait des salariés qui appelaient sa supérieure hiérarchique et une collègue les broutes minous, les gouines, les gazons maudits, qui leur posaient la question qui fait l'homme, qui fait la femme. Il a été licencié pour ses propos homophobes. Visiblement, il ne comprenait pas la mesure hein, puisqu'il contestait la validité de son licenciement. Les juridictions ont mis en avant le caractère dégoûtant et humiliant des propos homophobes. Quoi. Donc le licenciement, évidemment, était fondé. Tu peux passer à la suite, Jonas, j'ai peut-être le temps de faire une autre slide. Oui,
Alors là, on avait un salarié homosexuel toujours dans le milieu bancaire, hein, comme quoi c'est pas que sur les chantiers du BTP qu'on a ce type de comportement quand même, où on avait un salarié qui recevait avec un autre, 2-3 autres salariés des mails du genre, des mails homophobes, du genre êtes-vous une femme ou un homme, ce type de propos, associé en plus au fait que la société, en l'occurrence la BNP, c'est pas confidentiel, hein, c'est des arrêts publics, offrait à ses salariés des soirées dans des établissements de striptease et des prestations à caractère sexuel. Donc, ça crée une ambiance à la fois sexiste et homophobe. Et donc, il a été considéré que l'inégalité salariale qu'il subissait, il était moins bien payé que les autres, était due à cela. Est-ce que tu veux que je passe? Je voudrais juste qu'on garde un tout petit peu de temps pour la Ouais, partie. on peut arrêter. la petite- J'avais mis d'autres exemples, mais bon, je crois que vous avez compris. On a une jurisprudence fournie. Jurisprudence fournie, ça veut dire qu'il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup de cas qui sont apportés devant les juges. Au cabinet, on a quelques dossiers sur ce type de questions, notamment un jeune homme à qui on faisait faire on faisait nettoyer les toilettes des femmes et pas les toilettes des hommes en lui disant ta place est là-bas. Bon, donc c'est des comportements qu'on voit encore, hein, c'est pas le Moyen-Âge. Ouais, et ça fait peur. Merci beaucoup, Émilie, pour tout ça. C'est super intéressant et ça vient bien compléter tout ce qu'on a dit et apporte un peu de données juridiques là-dessus. Donc, merci beaucoup. On va passer à la partie Q&A. Si ça vous convient, je vais juste arrêter le partage d'écran. Comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu tout le monde. Voilà, super. Alors, je crois qu'on a 2 questions dans la partie Q&A. Il est encore temps de poser des questions si vous en avez. On va essayer de finir à temps. On débordera peut-être un tout petit peu parce que je pense que c'est assez important et on a plein de contenus très intéressants. Donc, je vais commencer avec une question. Par rapport au tour de cou ou autres goodies Rainbow, comment discerner les entreprises qui ont de réelles valeurs et celles qui font simplement du rainbow washing pour dorer leur image? Donc ça, je crois que c'est par rapport à ce que Patrick, toi tu disais. C'est vrai que ça, c'est une problématique qu'on entend souvent et parce que beaucoup d'entreprises prennent l'opportunité des événements comme la Pride ou d'autres événements pour afficher une image. Et donc voilà, comment on distingue le rainbow washing d'un vrai engagement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole par rapport à ça? Je peux dire, moi, juste en 2 mots, c'est effectivement très difficile de voir. Bon, déjà, toutes les entreprises n'ont pas des programmes LGBT, loin de là. Donc déjà, quand elles en ont un, c'est déjà un bon début. Je pense qu'après, la bonne mesure, c'est le nombre de promotions de rôle modèles LGBT à des postes de direction dans ces entreprises-là et de personnes LGBT qui sont out, bien sûr. Il y a aussi les entreprises qui ont signé la charte d'engagement LGT+, de l'autre cercle, hein, qui impose des engagements concrets. Il y a de grandes entreprises qui ont choisi de la signer. Donc, on a ce type d'indice aussi, un peu le label rouge sur ces questions, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense que tout type d'engagement est toujours un bon signe. Ceci dit, je pense que c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont signé la charte de la diversité et franchement ne font rien. Je ne pense pas qu'il y ait autant d'entreprises qui signent la charte autre cercle et qui ne font rien. Parce que c'est vu, je pense, comme l'engagement plus fort parce que plus rare. Donc, je pense que déjà, c'est un premier signe. Après, le plus grand problème sur n'importe quel sujet de la diversité et de l'inclusion, sans connaître vraiment l'intérieur de l'entreprise, c'est difficile de savoir vraiment la différence entre l'engagement et la réalité. Et donc, souvent, il faut parler avec des gens à l'intérieur. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sites aujourd'hui comme Glassdoor, comme Indeed, qui permettent d'avoir des idées de ce que c'est la réalité d'une entreprise. Parce qu'effectivement, ça peut ne pas correspondre du tout à ce qu'on met en avant. Mais je suis d'accord avec Patrick. Déjà, essayer de comprendre, est-ce qu'une entreprise a un réseau LGBTQ+, est-ce que l'entreprise a mis en place des formations sur le sujet? Mais ce genre d'éléments-là, ce n'est pas des trucs que tu trouves forcément partout. Mais après, c'est aussi essayer de trouver des gens dans l'entreprise qui peuvent témoigner pour savoir quelle est la réalité de la boîte, en sachant que d'un service à un autre,
d'un site à un autre, tu peux avoir des comportements radicalement différents. Donc, c'est rare qu'une entreprise, dans sa globalité, va être parfaite. De toute façon, il n'y a aucune entreprise qui est parfaite. Mais il peut y avoir des vraies différences d'un site à un autre, ou de manager même à un autre. Et je pense que c'est aussi lié, c'est pas LGBT, c'est pas hors sol, c'est aussi lié avec la place des femmes dans l'entreprise, la place du handicap et la place des minorités raciales. Donc c'est vraiment une atmosphère d'inclusion globale dans l'entreprise qui doit être vraiment portée et véhiculée, et voilà, et qu'on arrête d'avoir des entreprises qui sont dirigées par des Versaillais catholiques, énarques, polytechniciens. Il faut les respecter aussi. Ils existent. Et dès qu'ils seront une minorité, ça sera très bien. Non, pour rebondir juste sur cette question globale, faire écho à ce que vient de dire Patrick, et je me sens concernée parce que je suis dans une entreprise automobile et par définition, quand vous regardez les grands secteurs, si vous regardez la banque, le conseil, l'assurance, la cosmétique, vous pouvez avoir, on va dire, des répartitions hommes-femmes assez égalitaires, hein, 50-50, 40-60, etc. Quand vous allez vous regardez des secteurs de l'industrie lourde, de la métallurgie, donc ça peut être l'aéronautique, ça peut être l'automobile, par construction, et je vais être sincère avec vous, chez Renault, voilà, il y a 25% de femmes, 75% d'hommes. D'accord ? Pourquoi ? Parce que depuis que l'automobile existe, on a toujours dit que c'était une histoire de mec, la bagnole, ce qui est entièrement faux. Je vous rappelle qu'en France, la vie d'une femme pèse dans 60% de la décision d'achat d'un véhicule. Donc, il faut toujours le garder en tête. Donc, à un moment donné, ce n'est pas parce que, et ça, je suis bien placée pour le savoir en étant dans une industrie, on va dire, de la métallurgie. Ça fait drôle de dire ça, métallurgie, mais c'est comme ça, hein, c'est la convention collective en France. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a que 25% de femmes qu'on n'a pas des engagements sur toutes les diversités. Et j'en suis la preuve aujourd'hui, ce soir, avec vous. Le réseau, nous, chez Renault, il existe depuis 2012. Je ne vais pas vous dire que tout est rose. Comme l'a dit Émilie, de la malveillance, il y en a, d'accord ? Ni plus ni moins que dans la société française. Quand on est 180 000 employés dans le monde, il y en a forcément un petit peu. En revanche, il y a énormément d'ignorance. D'accord ? Et donc, le rôle d'une entreprise, quand elle s'engage sur le sujet, et des fois, il y a celles qui vont le faire savoir et celles qui le font moins savoir, mais c'est effectivement de faire énormément de pédagogie pour lever les questions d'ignorance sur les sujets LGBT+. Mais franchement, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui passe sur Internet, vous allez assez facilement trouver, vous tapez, s'il y a un réseau, les engagements, c'est sur les sites corporate, et il y a quand même des entreprises, on ne va pas faire de name and shame, hein, ne vous inquiétez pas, mais des entreprises qui prennent des engagements et qui ne les tiennent pas, je pense que ça va se voir de plus en plus. Hein. Et des associations comme l'Autre Cercle, avec leur liste d'engagement, elles veillent au grain quand même que ce n'est pas une signature factice. Moi, j'ajouterais juste un truc. Vous allez sur YouTube, vous cherchez DRH Renault, vous trouvez une vidéo du DRH de Renault qui parle de l'engagement de Renault. Non, ce n'est pas rien. Quand tu vois le DRH d'une boîte qui est sur YouTube et qui parle, ben, ça ne va pas dire que tout est parfait, mais ça montre que ce n'est pas quelque chose qu'on fait en catimini et que c'est un vrai engagement, même si, encore une fois, ça ne va pas dire que tout est parfait derrière. Hein. Et excusez-moi, il y a deux autres moyens de savoir. Je suis désolée, Jonas, je complète, mais c'est pour vraiment apporter des preuves que justement une entreprise n'est pas dans le washing, n'est pas dans le pinkwashing. Donc, ce qui existe dans le monde anglo-saxon depuis 6 ans, c'est l'élection des rôles modèles. Et donc, l'Autre Cercle le fait depuis 3 ans. En France, mais vous avez donc, si vous tapez sur LinkedIn ou sur Internet, par exemple, une association, une entreprise, d'ailleurs, je ne connais pas son statut, qui s'appelle Involve Outstanding, vous allez voir tous les ans, c'est anglais, tous les ans, ils élisent dans 4 catégories 100 rôles modèles sur l'inclusion LGBT. Donc, soit des exécutives alliés, soit des exécutives LGBT, soit des leaders, soit les jeunes premier emploi. Et quand vous commencez à avoir des rôles modèles, c'est que derrière, il y a eu un jury, c'est que derrière, les actions sont quand même justifiées, quoi. Vous pouvez au moins déjà filtrer ces entreprises-là pour vous dire, elles sont inclusives LGBT. Et une fois que vous avez franchi le cap vous posez la question au recruteur dès que vous êtes face à lui. Hein. Si le recruteur, il n'est pas capable de vous dire s'il y a un réseau ou les 2-3 actions, vous pouvez fermer la porte et aller voir ailleurs.
Merci beaucoup pour ça. Je pense que ça fait une belle transition et on a partiellement répondu à la question, d'après sur est-ce que des groupes comme Friends de Shenji existent dans beaucoup d'autres entreprises en France et dans d'autres pays. Est-ce que, alors toi, peut-être que Pete, tu as une assez bonne visibilité là-dessus, sachant que tu interviens directement en entreprise, mais est-ce que tu as une petite idée là-dessus? Oui, de plus en plus. Mais ça reste minoritaire par rapport au réseau de femmes, par exemple, très clairement. Mais ça vient, ça vient. Honnêtement, je n'ai pas un pourcentage, et c'est clair que très souvent, les boîtes ils vont avoir un réseau LGBT aux États-Unis, au Royaume-Uni, des pays comme ça, avant d'avoir ça en France, quasiment toujours. Mais c'est bien en France. C'est bien en France. Après, je pense, je ne sais pas si quelqu'un a des chiffres par rapport à ça, mais moi, je vois de plus en plus de clients qui en parlent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux et qui se rendent compte que c'est un sujet, quoi. Mais donc oui, il y en a de plus en plus. Après, les chiffres, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une idée sur les chiffres. Moi, je connais au moins une quarantaine d'entreprises situées en France, pas forcément d'origine française, mais situées en France, qui ont des réseaux LGBT. Hein. Donc, alors, vous allez me dire, ça ne fait pas beaucoup. Alors, pour tout le monde, qu'on soit Engie ou Renault, on est des grands groupes. D'accord ? Après, il y a le tissu français de petites et moyennes entreprises où pour avoir un réseau d'entreprises, il faut quand même avoir une taille critique. Hein. Vous n'allez pas avoir une PME de 100 personnes qui va forcément faire un réseau. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas engagée dans l'inclusion. Donc, il faut être attentif à ça. Hein. Les réseaux d'employés, c'est vraiment quelque chose qu'on va trouver dans les très grands groupes. À ma connaissance, je ne connais pas de PME, par contre, en France, ou de TPE qui ont des réseaux LGBT. Mais je serais ravie de les connaître. On a une troisième question. Dans une ambiance homophobe, que répondre à l'argument classique, mais c'est une blague qu'on entend tout le temps, une fois qu'on a expliqué que les blagues ont un impact. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça? Moi, je veux bien expliquer que l'excuse de l'humour, hein, c'est l'excuse classique. Alors, ça vaut pour l'homophobie, ça vaut pour le racisme, ça vaut pour l'antisémitisme, ça vaut pour le sexisme. Elle n'a pas compris la blague. Bon. Ça n'est plus admis par les juges de manière très claire sur le plan juridique qui ne tombe pas dans le panneau. Une blague homophobe, ça reste un propos homophobe, point à la ligne, et il en est de même pour une blague antisémite, une blague raciste, etc. Donc, dans le monde de l'entreprise, c'est au manager que revient la responsabilité lorsqu'il assiste à ce type d'humour déplacé, de recadrer ou sur le moment quand il en a le réflexe, ou quand il n'en a pas le réflexe sur le moment, ce n'est pas toujours évident d'avoir le bon réflexe, de revenir sur l'événement en disant au fait, ce qui s'est passé la dernière fois en réunion éventuellement ou en tête-à-tête avec la personne qui a délivré la blague. Ce qui s'est passé la dernière fois, ce n'est pas admis dans l'entreprise, humour ou pas humour, il n'y a pas de propos homophobes, il n'y a pas de propos antisémites, il n'y a pas de propos, etc. quoi, hein. Donc ça, ce type de blague devant un manager qui ne réagit pas, c'est que la hiérarchie cautionne. Donc il faut être extrêmement vigilant sur ce plan-là. Juste pour ajouter une chose, je pense que là-dessus, et c'est vrai sur les commentaires et les blagues homophobes, sur le racisme, sur le sexisme, sur tout type de microagression, je pense que souvent c'est plus facile d'intervenir quand tu es allié que quand tu es le cible direct de la blague. Parce que moi, je sais que par exemple, en tant qu'homme, si moi j'entends un commentaire sexiste et je suis désolé, je trouve ce que tu viens de dire sexiste, c'est-à-dire jamais dire que la personne est sexiste déjà. Je trouve que ce que tu dis est sexiste. Déjà, quand un homme dit ça à un autre homme, en général, on ne dit pas « Ah, c'est le mauvais moment du mois, tu es hystérique, etc., etc. » Donc déjà, on ne répond pas sur le même ton qu'on fait avec une femme, et c'est la même chose sur les autres sujets. Donc je pense que déjà, en tant qu'hétéro, je pense que c'est plus simple d'intervenir, parce qu'on ne va pas me dire « Je suis trop sensible par rapport à un sujet qui ne me touche pas directement. » Et on oublie le fait que ce n'est pas parce que tu n'es pas directement concerné par un propos que ça ne te heurte pas. Tu peux être heurté par un propos qui ne te concerne pas directement, quel que soit le groupe qui est visé dans le propos. Donc, je pense qu'on a tous et toutes un rôle à jouer là-dessus. Et je suis d'accord avec Émilie, il y a le rôle du manager, mais aussi le rôle de n'importe quel collaborateur avec n'importe quel autre collaborateur, parce que c'est aussi souvent son manager qui le fait, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais on fait de plus en plus de formations sur ça, sur le fait que plutôt que
d'attendre que dans une situation qui peut s'assimiler à l'harcèlement moral, la première fois on entend une blague ou un commentaire qu'on trouve inacceptable, on le dit. Et on le dit et on entre dans un dialogue pour ne pas se retrouver quelques mois plus tard que la personne n'en peut plus et explose et se retrouve dans une situation de vrai conflit, voire de sanctions pour la personne qui a dit quelque chose, etc. Et je pense que il faut qu'on apprenne que de le vivre ensemble, c'est accepter qu'on n'est pas tous pareils. Et ce que toi, une personne peut trouver drôle, une autre personne ne va pas trouver drôle. Et si une personne ne le trouve pas drôle, il y a une personne de trop. Et donc, arrêtez votre humour qui ne fait pas rigoler tout le monde. C'est une super transition sur une question à laquelle j'ai pensé sur en fait, la position d'allié, qui est une position qui est quand même extrêmement importante dans ce genre de situation. Et outre intervenir comme ça quand il y a des blagues avec lesquelles on n'est pas confortable, qu'est-ce qu'on peut faire en fait en tant qu'allié pour créer un environnement plus safe et plus inclusif pour des personnes LGBT, pour nos collègues qui seraient LGBT? Déjà, il faut intervenir à chaque fois que tu entends quelque chose que la personne ne devrait pas dire. Il faut comprendre qu'être allié, c'est un rôle actif, ce n'est pas un rôle passif. Petite anecdote très rapide. Moi, j'ai contribué à l'écriture d'un guide avec des gens de l'autre cercle il y a plus de 10 ans maintenant, à une époque où c'était franchement pas le mode de parler de ça. Et le lendemain, on fumait une clope, une collègue m'a parlé de sa copine pour la première fois. Et je dis, mais Marlene, tu m'en as jamais parlé. Elle dit, oui, sauf qu'avant aujourd'hui, avant que tu publies ce guide, je ne savais pas que tu allais me juger ou non en fonction du fait de mon orientation sexuelle. Et au début, j'ai pris ça comme une vraie claque, en disant, mais comment ça se fait qu'on ne comprend pas que je ne suis pas homophobe, que je suis ouvert, je suis tolérant, je ne juge pas les gens. Ce n'est pas écrit sur ma gueule que je suis ouvert, hein, parce que ce n'est pas écrit sur la gueule de quelqu'un que la personne est homophobe. Donc concrètement, si tu ne sais pas, très souvent, tu n'en as rien à dire. Et donc le rôle d'un allié pour moi, déjà, c'est montrer tous les signaux qu'on peut. Engie, par exemple, dans les formations Engie, ils ont fait un guide sur le sujet LGBT. Donc, je dis, c'est pas compliqué. Vous imprimez la première page, vous mettez ça sur votre bureau. Comme ça, quand les gens voient votre bureau, ils voient que c'est un sujet qui vous concerne, donc ils vont comprendre que c'est un allié. Vous likez des choses sur LinkedIn. Chaque fois qu'il y a un événement, tu y vas. C'est un rôle actif. C'est pas simplement dire, moi, j'accepte les gens tels qu'ils sont. Hein. C'est de vraiment faire quelque chose. Et c'est pas si compliqué que ça. Mais il faut accepter le fait que si tu ne dis pas aux gens ouvertement, tu ne vas pas les juger en fonction de leur orientation sexuelle, leur identité de genre, ils ne peuvent pas le deviner. Ils ne peuvent pas, donc il faut le dire. Quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à ça, sur la thématique? C'était dit par Pete. Voilà, ça a été très bien exprimé. Alors, je vais peut-être clore avec une dernière question qu'on a. Après, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des retours d'expérience ou de bonnes pratiques pour l'inclusion dans des petites structures? Donc, on a entendu l'expérience de grands groupes, mais est-ce que vous avez entendu parler qui se mettaient en place dans des petites structures, petites étant moins de 100 employés, ou des conseils que vous auriez pour des petites structures? Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne connais pas personnellement déjà de réseau. Et ma réponse, je vais juste faire appel à mon bon sens. Donc, elle est bonne ou elle est fausse, mais c'est juste ce que m'inspire la question. Déjà, dans des petites structures, je pense que les processus, par exemple, de recrutement sont très courts. C'est-à-dire que vous allez voir une ou deux personnes, le patron directement ou le RH. Donc là, d'entrée de jeu, vous pouvez poser la question. C'est-à-dire, dans un grand groupe, ça peut être compliqué parce que vous allez des fois avoir affaire à un cabinet de recrutement, puis un recruteur, puis un deuxième, puis il peut y avoir 3, 4, 5, 6 entretiens. Et avant d'avoir une réponse, ce n'est pas facile. Et les processus de recrutement peuvent être très longs. Dans une structure de 100 personnes, j'imagine, ça fait que vous… Et encore une fois, des fois, il y a… J'ai envie de dire, LinkedIn, pour ça, je trouve que c'est magique. C'est-à-dire que il y a une boîte qui vous intéresse, une petite structure, vous ne savez pas trop, vous cherchez quelqu'un qui appartient à la boîte, vous regardez la fonction sur LinkedIn, et allez-y, posez la question. De toute manière, il vaut mieux que vous la posiez maintenant et que vous découvriez avant de postuler réellement sur tiens, la personne ne sait pas me répondre, ou au contraire, me répond tout de suite oui, non. Je veux dire, si vous sentez de l'embarras dans la réponse ou je ne sais pas, etc., ça va forcément vous attirer l'attention sur le climat interne.
il faut oser faire ça. De toute manière, il y a une guerre des talents. Hein, donc, chers étudiants, vous êtes en position de force quand vous allez arriver sur le marché du travail d'ici peu de temps. Donc, c'est vous qui allez choisir l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Vraiment, ayez-le en tête. Hein, moi, je le ressens, on le ressent. Donc, vous avez les cartes en main, posez les questions. Je vous dis, contactez, osez poser par LinkedIn, plutôt que de dire cette société, cette petite structure me plaît. Vous arrivez, vous découvrez que le patron ou le DRH ou votre chef est complètement homophobe. Bon, voilà, alors, vous pouvez toujours en repartir, hein, il y a la période d'essai, mais vous avez perdu un peu de temps et accessoirement l'entreprise en face aussi, quoi. Et elle ne vous mérite pas surtout. Moi, ce que je dirais par rapport à la question sur les petites entités, moi j'ai dirigé au sein de grands groupes, mais des petites entités, et j'ai toujours essayé en tant que boss de favoriser la diversité en favorisant la différence des talents et la diversité des équipes. C'est-à-dire avoir une équipe où tout le monde a le même profil, même si ce sont de très bons profils, pour moi, ça a toujours été une faiblesse. Et donc, je crois que dans les petites structures, c'est favoriser la diversité, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit… et faire en sorte que dans l'équipe, la différence, oui, soit valorisée parce qu'elle est source de talent pour la petite équipe que l'on peut être. Juste pour compléter, c'est vrai qu'une petite entreprise ne va pas mettre en place des réseaux, des choses comme ça, mais on peut faire quand même. Moi, j'ai l'intérêt de plus en plus, soit en conférence, soit en formation dans les petites structures, ce qui est vachement intéressant parce qu'une structure de 50, 60, 100 personnes, même 200 personnes, c'est beaucoup plus facile de faire évoluer la culture d'une entreprise comme ça qu'une entreprise avec 150 000 employés dans 15 pays ou 20 ou 30. Donc, et la plupart des gens travaillent dans les petites structures. Après, il faut une volonté, comme dans n'importe quelle boîte, de la direction pour bosser dessus, mais à partir du moment qu'il y a une volonté de la direction, quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut avancer sur ce sujet. Il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Ce n'est pas forcément des énormes programmes de formation des milliers de personnes, mais tu peux faire des conférences, tu peux faire des formations quand même. Et j'en fais de plus en plus, et tant mieux. Parce qu'encore une fois, c'est quand même là où bossent la plupart des gens. Merci beaucoup. On arrive à la fin. Ça fait 1h15 qu'on est sur le webinaire. C'est un petit peu plus que ce qu'on avait prévu. Valérie, tu veux dire quelque chose? Oui, Jonas, juste un message à toutes celles qui nous écoutent. Déjà, vous avez 4 noms là que vous connaissez. Donc, vous pouvez nous écrire. Nous, on vous aidera à détecter des signes. Enfin, moi, je m'y engage en tous les cas si vous m'écrivez. Hein. Par LinkedIn, vous vous connectez. Et voilà. Donc, ça, c'est la notion de réseau. Donc, voilà. C'est quelque chose que vous devez aussi appréhender dans le cadre du cursus de vos études. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup à vous 4 d'avoir pris encore une fois le temps et cet engagement. Merci à tous. Merci encore à l'IAE, merci encore à AMU pour tout le soutien et merci d'avoir été présent. On a réussi à garder quasiment tout le monde jusqu'à la fin, donc c'est super, je suis content, même si ça a dépassé 1 heure. Et je vous souhaite une très belle soirée et puis à tout bientôt. Merci, Jonas. Merci à tout le monde. Merci, Jonas. N'hésitez pas à nous contacter. Marine. Merci. Merci à toutes et à tous. Bye bye.